Un disparu et un blessé grave à bord de Jet Service. Patrick Morvan et le reste de son équipage ont été recueillis tout à l'heure. 5 journaux de plus pour l'Empire Hersan. Robert Hersan vient de racheter les titres du groupe Le Progrès de Lyon. En pleine tension entre Kadhafi et l'Occident, des indépendantistes néo-calédoniens iront en Libye pour assister à un congrès des mouvements de guérilla. Enfin, l'Afrique, pour le rallye des sables, la première grande étape se jouait aujourd'hui au départ d'Alger. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le drame, comme on pouvait le craindre, au large de l'Espagne. L'équipage de Jet Service a été récupéré par un hélicoptère espagnol. Mais il y a un disparu, Jean Castenet, et un blessé grave. Cela faisait 48 heures que le catamaran de Patrick Morvan était en perdition au beau milieu de la tempête. Patrick Montel. Je ne comprends pas pourquoi ce vent venant d'où il vient, c'est froid. Comment? Cet homme qui part dans la cabine de Jet Service s'appelle Jean Castenet, l'un des 5 coéquipiers de Patrick Morvan. Tout s'est passé en quelques secondes dans la nuit de lundi à mardi. Un orage, des éclairs et une bourrasque avec des vents de 70 nœuds. Le bateau s'est cabré à l'avant et Jean Castenet a disparu, emporté par l'océan. C'est son ami Florian Foglietti, lui aussi membre de l'équipage, qui lui avait demandé de participer à la traversée. Jean était un marin confirmé du fait qu'il avait fait des courses et je pense qu'il avait pris part à 1 ou 2 étapes de la première course autour du monde sur un monocoque, avait fait plusieurs courses, je pense, dans le Solène, autour de la France, et donc bien sûr les 12 mètres, avait une très grande expérience des 12 mètres vu que ça faisait pratiquement 10 ans, je pense qu'il était dans les 12 mètres. Jean Castenet avait notamment participé à l'aventure de France 3 dans la Coupe de l'América en tant que responsable technique. À 34 ans, il se voyait enfin confier un rôle de navigation. Mais mardi dernier, Jet Service s'est retourné à l'ouest du Cap Finistère. Et ce n'est que ce matin que les 5 survivants ont été localisés à 90 000 des côtes espagnoles. Marc Guillemot, victime d'une fracture de la jambe, et ses 4 compagnons ont été transportés à l'hôpital de la Corogne, où le consul de France leur a rendu visite. Ils sont heureux d'être sauvés et apparemment ils ne sont pas, ils sont tristes avec son camarade qui a disparu, mais je pense qu'ils sont, on m'a dit les docteurs, j'ai parlé avec les docteurs qui les ont entendus, il m'a dit qu'ils sont bien et qu'ils avaient beaucoup de faim quand ils sont arrivés. Un mort et un blessé, un lourd bilan qui pourrait bien remettre en cause ce genre de traversée, surtout en hiver. Robert Hersan élargit son empire. Il vient de racheter les 5 titres du groupe qui édite Le Progrès de Lyon. Et cela fait beaucoup de bruit puisque M. Hersan dispose ainsi maintenant de la quasi-totalité de la presse quotidienne dans la région Rhône-Alpes. C'est illégal, déclare par exemple Henri Caillavet, qui préside la commission pour la transparence et le pluralisme de la presse. C'est inacceptable, déclare de son côté la CFDT qui dénonce la stratégie du groupe de M. Hersan. Même réaction du Parti socialiste. Et puis ça n'est pas tout puisque le fils de Robert Hersan, Philippe Hersan, a reçu ce matin l'autorisation de signer une convention de location-gérance pour un autre journal. Il s'agit cette fois de l'Union de Reims, 2 affaires sans doute de nature différente, mais qui montrent bien le poids du groupe Hersan sur la presse de province. En acquérant les 5 titres du groupe Le Progrès, Robert Hersan devient le numéro 1 de la presse dans la région Rhône-Alpes et le patron du premier groupe français de presse. Je ne ferai aucune déclaration ce soir. Après avoir longtemps lutté contre lui, Jean-Charles Lignel, propriétaire du Progrès, a baissé les armes pour que le journal survive, a-t-il dit, et surtout parce que c'était la seule proposition qui lui était faite. Il a donc vendu à celui qui est le patron du Figaro, de France Soir, etc., Robert Hersan, 38% de la presse nationale, 20% de la régionale. Le Progrès connaissait des difficultés financières, comme le journal L'Union de Reims. Et là, c'est Philippe, fils de Robert Hersan, qui est intervenu. Le tribunal de commerce vient de lui accorder la location-gérance de ce journal, malgré l'avis négatif de la commission Caillavet, qui estimait le 27 décembre dernier que cette acquisition portait atteinte au pluralisme. Réaction ce soir du gouvernement, le rachat du Progrès par Hersan est contraire à la loi, déclare le ministre de la Communication. Robert Hersan se tait, une nouvelle bataille vient de s'engager. Oui, tout de suite, justement, la réaction de Georges Filiou qui vient juste de répondre à l'un de nos reporters. Monsieur Filiou, donc, sur cette affaire du rachat. Une opération qui est non conforme à la loi. Pourquoi? Et les lois de la République doivent s'appliquer même aux citoyens Hersan. Pourquoi? Parce que la loi prévoit qu'il y a des seuils au-delà desquels on ne peut plus racheter des journaux supplémentaires quand on a déjà dépassé les limites, et c'est le cas de M. Hersan. Il est aujourd'hui propriétaire de 19 journaux. S'il en achète 5 de plus, ça fait 24, c'est-à-dire le tiers des journaux qui sont édités en France. Convenez que pour le pluralisme, bonjour. Vous allez tout faire pour vous opposer à cette opération? Ah, c'est pas à moi de le faire.
Mais il y a des mécanismes dans la République pour que la loi s'applique, la justice est là pour ça, et la Commission pour la transparence et le pluralisme de la presse. Tout de même, Monsieur le Ministre, ces journaux, Monsieur Hersant ne les a pas volés, il les rachète parce qu'on les lui vend. Et en faisant cela, les patrons de presse qui les lui vendent disent qu'ils sauvent des emplois. Alors? Ah oui, c'est vrai que c'est pas un hold-up, c'est un viol par consentement mutuel. Mais enfin, c'est la loi qui, en l'espèce, est violée. Mais même les syndicats ne s'y opposent pas toujours. Ah, écoutez, je n'ai pas eu jusqu'ici de réaction syndicale. Ça m'étonnerait que dans la circonstance, ils ne s'opposent pas. Parce qu'on dit, M. Hersant achète des journaux, rachète des journaux pour les sauver. En réalité, moi, je constate que la plupart de ceux qui rachètent meurent. Ce qui est le cas, par exemple, de l'Aurore à Paris. La tension monte entre la Libye et l'Occident. Après le discours très offensif dimanche du colonel Kadhafi, les responsables libyens avaient soigneusement organisé des manifestations spontanées à travers tout le pays. Étudiants et militaires protestaient ainsi contre pêle-mêle les provocations et les complots américano-sionistes. Des manifestants qui n'ont pas manqué, bien sûr, de renouveler leur attachement éternel, et le mot est faible, au commandement de la révolution libyenne. Et puis, plus grave, des commandos suicides se seraient formés en Libye pour faire face aux menaces qualifiées d'impérialo-sionistes. Un débordement verbal qui ne semble guère impressionner le président américain Reagan, qui préfère, semble-t-il, y opposer un mépris musclé. Pas de commentaire, dit-il, et dans le même temps, eh bien, il envoie des navires pour renforcer la 6e flotte en Méditerranée. De New York, le point avec Jean-Claude Paris. Gaddafi says he's going to attack Americans if we attack him. What do you say to Gaddafi? I don't answer the fellas who think it's all right to shoot a 11-year-old girl. Charles Redman, le porte-parole du département d'État, a ajouté « Nous avons horreur des excuses de Kadhafi pour le meurtre d'hommes, de femmes et d'enfants innocents, alors qu'il refuse de reconnaître que ce sont des actes de terrorisme. » Juste après les attentats de Rome et de Vienne, les États-Unis avaient adopté un profil bas, allant jusqu'à déconseiller aux Israéliens de contre-attaquer. Mais depuis, ils n'ont cessé de rectifier le tir. Ils ont commencé par approuver les menaces de représailles israéliennes. Dernière étape, l'appareillage de Naples, en Italie, d'un porte-avions US en direction des côtes libyennes. Et l'annonce par la chaîne de télévision CBS du renforcement de tout le dispositif. En langage militaire, cela s'appelle de la gesticulation. En fait, l'administration américaine est divisée. Les uns sont pour l'attaque d'un objectif libyen ou d'un camp d'entraînement d'Abu Nidal, le dissident de l'OLP. Les autres sont contre. La décision appartient au président Reagan, mais pour la prendre, il lui faut tenir compte de la présence en Libye de 1500 Américains qui travaillent dans le pétrole. Et puis une surprise de taille qui s'inscrit dans ce contexte de tension. Une délégation d'indépendantistes de Nouvelle-Calédonie s'apprête à se rendre en Libye pour assister à un congrès des mouvements de guérilla. Ce sont des membres du FLNKS qui iront ainsi à Tripoli. Des précisions avec Pascal Guimier. Certains ne manqueront pas de se demander aujourd'hui si Kanaki ne rime pas avec Kadhafi. Une délégation d'indépendantistes du FLNKS va donc se rendre en Libye d'ici à quelques semaines. Une invitation très politique, un sommet des mouvements de libération du monde entier. Ce sommet, auquel devrait notamment participer l'OLP, rappelle la conférence qui s'était tenue en avril dernier à la Guadeloupe. À l'époque, le FLNKS et toutes les organisations indépendantistes des Dom-Tom s'étaient réunis pour dénoncer le colonialisme français. Yann Uregei, que vous voyez sur ces images, joint ce matin par téléphone, a tenu à minimiser l'importance du voyage à Tripoli. Bien dans une conférence qui se tient habituellement tous les 2 ans. Je crois que la dernière, ça s'est tenu dans l'Amérique latine. Et actuellement, c'est la Libye qui est le pays hôte qui reçoit la même conférence destinée à tous les mouvements de libération. Pourtant, le FLNKS a toujours entretenu des relations privilégiées avec la Libye. Fin 84, 17 de ses membres y accomplissaient même un stage paramilitaire. Parmi eux, Éloi Machoro, le leader indépendantiste abattu en janvier dernier par les hommes du GIGN. Retour de Libye, les dirigeants du FLNKS s'étaient montrés discrets sur leur voyage. Aujourd'hui, ils le sont moins, avec un risque, celui d'avoir l'air de se jeter dans les bras d'un Kadhafi plus discrédité que jamais, alors même que le calme est revenu en Nouvelle-Calédonie. Le cuisinier du cargo français Île de Lumière, condamné à une peine d'amende puis libéré. La justice néo-zélandaise a fait vinaigre. 4 000 francs d'amende pour Michel Four, pris ensuite de retourner chez lui. Il était responsable d'un mini-trafic de munitions entre la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie. Plusieurs milliers de cartouches ont ainsi été découvertes dans un des réservoirs du navire, donc de l'Île de Lumière.
Peut-être un nouvel espoir, encore un, pour les otages français au Liban, mais cette fois, ça paraît sérieux. Selon des informations recueillies à Beyrouth par notre envoyé spécial Jean-Claude Delatremblay et par Claude Tierset de l'agence SIPA, les 4 otages français seraient depuis quelques jours sous contrôle syrien, alors qu'ils étaient depuis le début de leur captivité détenus par des intégristes chiites pro-iraniens. Et puis, toujours selon ces informations, des contacts ont maintenant lieu au plus haut niveau entre Damas et Paris pour obtenir leur libération. Une libération qui ne serait d'ailleurs plus conditionnée par celle du commando terroriste qui avait tenté de tuer Chapo Bakhtiar à Paris. Cette première semaine de l'année s'avance au rythme de la tradition avec des vœux tous azimuts. Aujourd'hui, c'était la traditionnelle cérémonie à l'Élysée, une cérémonie en 3 temps puisque François Mitterrand recevait tour à tour le gouvernement, les corps constitués et le corps diplomatique avec un conseil dispensé à Laurent Fabius et à ses ministres, aborder les élections avec bon pied, bon oeil. Jean-Michel Mercurol. Bon pied, bon oeil, ainsi se sont présentés l'ensemble des ministres ce matin dans la cour de l'Élysée pour l'échange des vœux traditionnels avec le chef de l'État. Bon pied, bon oeil, l'expression même de François Mitterrand dans ses vœux au gouvernement pour aborder cette année électorale. La preuve est faite, a-t-il dit, qu'on peut à la fois mener des réformes sociales et structurelles tout en récoltant les fruits d'une bonne gestion économique. D'où l'encouragement de Laurent Fabius à ses ministres de prendre une part très active dans la bataille électorale. Une journée à l'Élysée presque entièrement consacrée aux vœux du Nouvel An, avec l'invitation des présidents des 2 assemblées, sans doute pour la dernière fois avant les élections, et puis réception de tous les corps de l'État cet après-midi dans le palais présidentiel. Une fois encore, l'année électorale et les passions qu'elle pourrait engendrer étaient au centre des préoccupations. C'est vrai que si ce sont les passions qui s'emparent de la France, on peut tout redouter, mais je ne redoute pas grand-chose. En vérité, la sagesse populaire, et je l'espère aussi celle de ceux qui gouvernent, doit permettre de continuer à vivre la République comme il convient de la vivre, quel que soit, selon les circonstances, son contenu. Enfin, devant les ambassadeurs du monde entier, le chef de l'État a placé la paix au premier rang de ses vœux pour 86. Le défilé des personnalités à l'Élysée se poursuivra lundi avec les parlementaires, le maire de Paris et les syndicats. L'ancien président Giscard d'Estaing réaffirme son choix de la cohabitation. Il le dit dans une interview au Figaro Magazine qui paraît demain. Nul ne peut obliger M. Mitterrand à partir, explique l'ancien président qui ajoute toutefois que s'il reste, l'actuel chef de l'État sera un président constitutionnel pratiquement dépourvu du pouvoir de décider. En Afrique du Sud, la police a interdit aujourd'hui une cérémonie à la mémoire de Molly Blackburn, cette militante blanche anti-apartheid tuée samedi dans un curieux accident de la route. Plus de 10 000 personnes étaient venues, mais ils n'ont donc pu assister aux funérailles. L'Afrique du Sud, où des affrontements très violents, je vous le disais hier, ont fait 19 morts en quelques jours. Et dans cette affaire, ce sont des tribus rivales qui se sont opposées, ce qui peut nous sembler surprenant dans un pays où l'on imagine plutôt que ce pays est déchiré par la violence raciale. Alors pour comprendre ces affrontements, il faut savoir qu'en Afrique du Sud, les ethnies fort différentes et traditionnellement ennemies sont contraintes à vivre sur le même territoire. Philippe Gassot. L'Afrique du Sud est un pays de 30 millions d'habitants composé de 15% de blancs et de 72% de noirs. Le pouvoir blanc a créé 10 Bantoustans ou Homeland, ici en rose sur la carte. Ces pays noirs complètement artificiels, enclavés, sans ressources, sont en fait de véritables bassins de main-d'œuvre. Le gouvernement de Pretoria pousse ces pays artificiels à l'indépendance en échange de financement. L'arithmétique est élémentaire, chaque homeland indépendant, c'est autant de noirs à soustraire des statistiques sud-africaines. 50% des noirs pourraient y être confinés. Ce calcul ne tient pas compte des ethnies souvent antagonistes. Dernier exemple en date. Un homeland a été agrandi par un simple jeu d'écriture. Les Soto sont tombés sous la coupe d'une tribu plus importante, soit 19 morts et des centaines de blessés. Pretoria a laissé faire, la police est restée prudemment hors du conflit, une manière de diviser pour régner. C'est donc une action qui vise à faire en sorte que les Noirs résidant en zone blanche soient considérés comme des migrants, avec la menace à l'égard des récalcitrants de se voir renvoyés dans ces foyers qui sont, comme on l'a dit, des terres déshéritées et qui n'ont que très peu d'avenir devant elles.
En France, divine surprise pour la sécurité sociale. Il y a 15 jours, la commission des comptes arrêtait un excédent de 5 milliards de francs pour l'exercice 85 du régime général. Alors voilà qu'aujourd'hui, cet excédent passe à 10 milliards et peut-être même à 11 milliards d'après les chiffres du ministère. Explication, eh bien les rentrées de cotisation ont été plus élevées que prévu et les dépenses de santé ont été moins fortes, CQFD. Savez-vous combien vous coûte exactement votre voiture? Vous savez sans doute combien vous l'avez payé, vous savez aussi combien coûte le litre d'essence, mais vous êtes-vous jamais demandé combien l'ensemble, voiture plus essence, plus garage, plus assurance, vous coûte au kilomètre? Eh bien, c'est ce qu'une revue spécialisée vient de faire pour vous. Voici le résultat de ce hit parade présenté par Geneviève Moll et Yves Barbe. Est-ce que vous savez combien vous coûte votre voiture par mois? Non, je suis pas au courant. Ah, je sais pas, j'ai pas fait le calcul. Environ 3 000 francs par mois, mais avec le crédit inclus dedans. Hein. Oui, environ 3 000 francs, c'est la moyenne. Si l'on prend par exemple une 205 5 chevaux ou une Renault Super 5, elle vous coûtera à peu près 3 300 francs par mois. C'est-à-dire la moitié pour l'amortissement de la voiture, si vous la gardez au moins 3 ans, 15% pour le remboursement du crédit, 20% pour le carburant, 13% pour l'assurance, 2% environ pour les taxes et l'entretien. Mais il y a des voitures moins chères. La championne toute catégorie est, selon l'enquête de l'Action Automobile, l'Austin Mini qui coûte 1,17 franc au kilomètre, soit 1 900 francs par mois, sauf évidemment si vous avez des contraventions. La plus chère est la Renault 25 V6 Turbo, 4,71 francs du kilomètre, 95 000 francs par an. Cheval mécanique, bon. Oui, mais cheval mécanique, cher. Attention, attention, si vous devez prendre l'avion lundi prochain, le 6 janvier, les aiguilleurs du ciel ont décidé de maintenir le préavis de grève pour cette date, mais si le mouvement se confirme, un service minimum sera mis en place comme le prévoit la loi, prudence quand même, et téléphonez si vous devez prendre un vol ce jour-là. Milliardaire à 24 ans, il est forcément beau et intelligent à ce prix-là, mais il est aussi marié. Et c'est tout ce que l'on sait du gagnant du loto qui vient d'empocher la plus grosse somme jamais gagnée à ce jeu. Il a décidé de rester anonyme et on le comprend. Alors avec une question, que va-t-il faire maintenant de tout cet argent? J'ai bien quelques idées pour lui, mais il nous a semblé plus convenable de demander à notre spécialiste Pierre-Marie Thiaville de se mettre dans la peau de notre inconnu pour nous expliquer comment faire fructifier un tel magot. Cette séquence pourrait s'intituler 17 millions ou comment s'en débarrasser. Quand vous gagnez, les gens du loto vous disent toujours « Ne commencez surtout pas à dépenser l'argent. Placez-le et placez-le vite. Avec les revenus, vous pourrez vous payer la même chose sans mettre en danger le capital. » Les gens du loto sont de bons conseils. Placez, mais placez où? Avec une somme pareille, on devrait d'abord pouvoir se loger, et même d'une façon grandiose. Pourquoi pas le plus grandiose? Non, ça serait pas raisonnable. C'est trop grand. Bel édifice. Mais 500 locataires qui discutent tous les jours, et même parfois la nuit. Non, non. Trop bruyant. Ça, c'est bien. Combien déjà? 30 000 le mètre? Ça fait 40 millions. J'ai même pas la moitié, non. C'est trop cher. Allons, il faut être raisonnable. Avec, disons, 2 millions, je peux me loger très bien à Paris. Il me reste 15 millions à placer. Où? De l'or, par exemple. 160 lingots, 160 kilos. C'est beau, mais ça ne rapporte rien. Et puis l'or est à la baisse. Non, pas l'or. Les diamants. Je peux m'offrir 300 carats de la qualité la plus pure. Ça fait 60 grammes. Mais les diamants non plus ne rapportent rien. Et si j'achetais de la terre agricole? J'ai de quoi pour 750 hectares. C'est une belle propriété, mais la terre agricole, 2% par an, c'est trop faible. L'immobilier, en plus du mien, 10 grands appartements. Mais l'immobilier en ce moment, 4% par an, c'est vraiment faible. Alors, qu'est-ce qui reste? La bourse. Et si la bourse marche en 86 comme en 85, mes 15 millions placés me rapporteront plus de 6 millions et demi dans l'année. Ah, bien sûr, il y a les impôts. Au moins 1 million sur le revenu, et puis impôt sur les grandes fortunes. J'en fais partie désormais. 250 000 francs, c'est raisonnable. Il me reste dans l'année à peu près 5 millions à dépenser, c'est-à-dire 400 000 par mois sans toucher au capital. 40 briques par mois sans travailler, c'est tentant, non?
Oui, autre jeu, autre gain avec le tapis volant vert ou comment contourner la loi sur les jeux. Cela se passe en Australie, les casinos sont interdits, d'où l'idée de ces petits malins qui ont donc décidé de s'envoyer en l'air. François de Chambray. Les jeux sont faits, rien ne va plus, ou plutôt si, tout va très bien pour l'unique casino australien. L'Australie est un pays austère et puritain où les jeux sont strictement interdits. Alors, un petit futé a trouvé la parade. Un vieux DC-3 de la dernière guerre, équipé d'une roulette et d'une table de blackjack. Coût de la transformation, 200 000 francs. Prix de la croisière, 800 francs. Sans compter les pertes, bien sûr. Il ne reste plus au casino volant qu'à faire des ronds au-dessus des eaux internationales pour que les joueurs australiens puissent flamber en toute tranquillité. À 5000 mètres d'altitude, une descente de la brigade des jeux est peu probable. Le Paris-Dakar est enfin en Afrique. Les concurrents ont même quitté Alger pour la première étape vraiment sérieuse de ce rallye. Chaque soir dans cette édition, vous retrouverez le journal du rallye. L'arrivée et le départ d'Alger ce soir vu par nos envoyés spéciaux Jean-Louis Calmejane et Patrick Chen. Tout de suite. Enfin, j'espère. Ah, apparemment nous avons un petit souci. Bien, alors un petit retard j'ai l'impression, je crois que le reportage n'est pas encore arrivé d'Alger, mais ça ne va pas tarder. Je vous annonce quand même qu'il y a un tiercé demain, samedi 4 janvier, sur l'hippodrome de Vincennes. Voici les pronostics de Pierrette Bresse. Il y a 20 partants, elle vous suggère de jouer le 11, le 12, le 10, le 17, le 15, le 4, le 5 et l'As. Le cinéma fête cette année un double anniversaire. D'une part, les 90 ans de l'exploitation du cinématographe des Frères Lumière, d'autre part, les 50 ans de la Cinémathèque. Vous avez droit à quelques jolis morceaux de bravoure aux alentours de Noël, à la fin de ce journal, avec notamment les reportages tournés par les envoyés spéciaux des Frères Lumière à travers le monde. Mais il reste encore des kilomètres de films qui attendent maintenant d'être sortis des archives. Ce sont les films de Lumière et beaucoup d'autres, un peu martyrisés par le temps, il faut bien le dire. Avant de les remettre dans le projecteur, ils doivent donc passer entre les mains des médecins de la pellicule de Bois d'Arcy. Alors seulement, eh bien, nous pourrons les voir. C'est un reportage de Jacques Violet et de Luc Bachofen. Sans le service des archives de Bois d'Arcy, ces images n'existeraient plus. La première opération chirurgicale filmée à l'hôpital de la Salpêtrière en 1902. Des chirurgiens barbus en simple tablier blanc, sans masque, sans gants. Ce document, comme des centaines d'autres qui sont la mémoire du cinéma français, ou du moins ce qu'il en reste, puisque l'on estime que 60% de la production française a disparu, arrive ici dans un état pitoyable. Boîte rouillée, film à moitié en poussière, souvent à la limite d'un sauvetage possible. Qu'il soit très ancien ou plus récent, 85 000 titres, représentant 800 000 bobines, sont stockés et entretenus à Bois d'Arcy. Les films qui datent d'avant 1953, c'est-à-dire sur un support de nitrate, pratiquement voué à l'autodestruction chimique, sont tous restaurés. Dans les laboratoires, les techniciens vont nettoyer, laver, reconstituer des perforations manquantes. Image par image, ces kilomètres de pellicule seront sauvés. Ces films, une fois restaurés, seront contre-typés pour garder une copie la plus fidèle possible par rapport à l'original. Ensuite, le stockage dans ces grands hangars ou bien dans de véritables blocos pour les films très anciens. C'est ici, derrière ces portes, que sont entreposées les archives de la Cinémathèque, un déposant parmi plus de 1000 autres, organismes publics ou collectionneurs privés. Toute la mémoire du cinéma français sauvegardée, le 7e art fait aujourd'hui partie intégrante de notre patrimoine culturel. Voilà, comme promis maintenant, le reportage sur le Paris-Dakar, tout frais venu d'Alger. Dans un instant, donc, le film de cette journée avec nos envoyés spéciaux Patrick Chen et Jean-Louis Calmejane. Je crois que ça va marcher. La première spéciale du Dakar 86 n'a pas encore été disputée, mais la traversée de la France, le transfert vers Sète ont été longs. L'embarquement et le voyage vers Alger le seront aussi. Les premiers cernes apparaissent déjà sur les visages des concurrents.
Des concurrents qui auront finalement passé 2 nuits sur le Tipaza avec pour principale préoccupation d'emmagasiner quelques heures de sommeil. Pour dormir, tous les moyens sont bons. Sur le pont, dans les duvets, sous la tente. Lecture, musique et même étude du parcours pour ceux qui veillent, travail artisanal pour les motards privés, mais véritable chantier dans les cabines pour les grosses écuries. Rien en fait qui n'inspire la fête, ils sont peut-être un peu trop nombreux à avoir fait l'impasse sur le bateau. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont pris l'avion. Ça se comprend un petit peu pour ceux qui ont le mal de mer, parce qu'il n'est pas évident, mais nous, avec Jackie Hicks, dans l'équipe de Jackie Hicks, on estime que le bateau, ça fait partie du rallye, un briefing important qui va avoir lieu tout à l'heure. Et pour nous, on est déjà dans l'ambiance. Vous savez que même quand on passe dans les grandes villes, nous, on couche toujours à côté de nos mécaniciens et on ne va pas dans les grands hôtels. Donc le bateau, ça fait partie du rallye. Le briefing de Sabine également, et c'est vrai que c'est un bon moment. À partir donc d'Alger, considérez-vous comme invité, et comme tout invité, devant vous conduire parfaitement carré. Un briefing qui n'aura pas été suivi par la moitié des concurrents, mais Alger apparaissait déjà. Le froid et la neige de la descente vers Sète étaient presque oubliés. J'ai découvert la neige, le brouillard, le froid. Surtout le froid. J'ai beaucoup souffert du froid, surtout au départ. Parce que par inexpérience, j'ai oublié ma combinaison pour pluie dans la voiture d'assistance. Et arrivé à Brive, 500 km après, j'étais congelé, complètement congelé. Et j'ai dû attendre la voiture 1h30, ça m'a fait perdre du temps. Bon, et puis après, j'ai rencontré le brouillard et puis la montagne. Hein. Tu vois, arrivé vers Cahors, je ne voyais plus rien. J'étais embué, hein. Alors j'ai dû enlever ma visière. Et puis je suis arrivé jusqu'à 7 sans lunettes. Donc là, c'était marrant, alors j'ai suivi les voitures. J'attendais un particulier, puis je me mettais derrière, j'allais au pif, je suivais les deux feux arrière. Et je me disais, tiens, celui-là, s'il capote, je capote. Bon baiser d'Alger, bien sûr. À peine le pied posé sur le sol algérien, on sent les concurrents préoccupés, soucieux et déjà anxieux, contrairement aux années précédentes. Ils savent déjà ce qui les attend. D'abord, s'armer de patience, surtout pendant les longues formalités algériennes. Les billets fabriqués cette nuit. L'arrivée, ça commence à être un peu long, mais je crois qu'on est tellement nombreux que c'est normal qu'il y ait une attente. Enfin, j'espère qu'à la cantine à la gare d'Aïa, il y aura moins de monde ce soir. Hein. Ensuite, il faut toujours et encore patienter. Il faudra plus de 5 heures pour débarquer tous les véhicules. Un temps mis à profit pour se raconter la Xème histoire du dernier Dakar et aussi s'imaginer les 20 jours à venir. Barda à transporter. Allez. Galère. Mais non. L'année prochaine, je ferai en auto. Ce n'est que le début de la galère. En auto, le prochain, rien que pour ça. On dit ça tous les ans. Et puis... non, je vais le faire une fois moto avant, mais non. Vu de tout ce qui a été annoncé, je crois que chacun est un peu anxieux de ce qui nous attend. On a hâte d'être, de toute façon, d'être vraiment sur la piste. Les franchissements vont être très difficiles, on le voit bien sur la carte, et les gens sont inquiets. Inquiets aussi ceux qui n'ont pas eu de chance en sortant leur moto du bateau. Je me suis accroché dans les bouts de ferraille là-bas. Dans le bateau. Et inquiets surtout ceux qui doivent pousser leur voiture. Ils ont encore plus de 14 000 km à faire. La suite du journal Paris-Dakar demain soir à 20h, enfin à la fin du journal de 20h. Et maintenant une météo serrée avec Laurent Boussier.
Oui, et comme on est très pressé, on va tout de suite passer à la carte du temps prévue pour demain, avec sur la majeure partie du pays un temps variable, avec des nuages, des éclaircies, mais pas de pluie. Seules persisteront quelques chutes de neige sur les Vosges, sur le Jura, sur les Alpes, et puis sur les Pyrénées. Il faudra aussi voir une aggravation nuageuse le soir sur la Bretagne. Côté température, c'est la stabilité absolue de 5 à 7 degrés sur la moitié nord, 6 à Paris, sur la moitié sud, 4 degrés à Aurillac, jusqu'à 14 degrés à Ajaccio. On passe à notre agenda encore plus vite. Demain, c'est samedi, le 4 janvier, le soleil se lève à 8h46. Se couche à 17h06, 1 minute de soleil en plus. C'est la Saint-Odilon, Dillon. Voilà, d'autres informations, d'autres développements dans le tout dernier journal avec Bernard Pradino. Bonsoir, à demain 20h.